Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce test du Canon R5. Ça fait un petit moment que j'attendais cette possibilité de prêt de matériel. J'ai reçu un R5, un R6, 3 optiques. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser au mode photo. J'étais obligé de séparer un petit peu ces modes parce que ça ferait un film trop long. Il est déjà très long. Le mode photo avec une première partie consacrée à l'ergonomie. Alors pas tout, hein, je ne vais pas faire le tour des menus, le R5 est extraordinairement complet et donc je vais plutôt vous parler des choses qui ont retenu mon attention. Et puis dans un deuxième temps, des exemples concrets sur le terrain, de reportage, de shooting, sur lesquels je vais m'appuyer pour vous donner un avis étayé. C'est comme ça que je fonctionne sur cette chaîne et c'est pas prêt de changer. Allez, c'est parti pour le test. Allez, on attaque cette petite présentation, enfin en tout cas les choses qui m'ont marqué et qui me semblent intéressantes à retenir. Alors bien sûr, la première chose, c'est cet écran sur rotule qui est à la fois réversible, on peut le mettre quand on est en facecam ou bien évidemment quand on a besoin de faire des visées dessus, dessous, enfin ça c'est vraiment très bien. Petit inconvénient quand même, lorsqu'on fait une visée poitrine, on a bien sûr le viseur que l'on peut mettre à plat comme ça, mais qui est décalé par rapport à l'axe de l'objectif. Ça peut parfois induire des petites erreurs de parallaxe. C'est vrai que quand on a l'écran qui est juste dans l'axe, c'est pas mal. Allez, puisqu'on en est toujours à l'écran, quelque chose qui, moi, commence un petit peu à m'exaspérer, c'est la taille des écrans. Alors bien sûr, vous allez me dire comment faire un écran plus grand sur un boîtier comme le R5 qui reste petit, hein, fait à peine plus de 700 grammes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant au niveau du poids et de l'encombrement. Vous voyez, dans la main, on l'a bien, c'est facile, c'est pas un monobloc. Enfin bon, ok. Mais n'empêche que quand je veux visualiser mes images, eh bien, je trouve quand même que cet écran est un peu petit. Alors sans aller jusqu'à un écran d'iPhone, hein, bien sûr, là c'est un iPhone 11, donc on voit bien une différence très notable, très importante, mais sur un écran de smartphone, on a à la fois quelque chose qui est plus lumineux, plus grand, plus fluide, enfin bon voilà, donc j'aimerais bien avoir quelque chose qui s'en rapproche un peu. Dernière petite remarque concernant l'écran sur rotule, vous voyez la rotule elle est là, je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un point de faiblesse, quoi. Est-ce que dans le temps ça va vraiment tenir ? Là, j'ai pas assez d'expérience, pas assez de recul, je peux pas vous le dire, mais ça m'inquiète un peu quand même, cet écran. Bon, bref, pour un usage vraiment très très pro, très intensif, je serais quand même un petit peu plus sceptique qu'un écran simplement sur pivot. Et puis autre chose, puisqu'on est dans les souhaits complètement farfelus, vous allez me dire, moi j'aimerais bien une commande vocale, un petit Siri ou Alexia sur mon Canon préféré ou mon Nikon préféré, et de façon à pouvoir dire à mon boîtier photo, ah tiens, tu vas te mettre en obturateur mécanique, en obturateur électronique, mets-toi priorité vitesse, et que ça se fasse directement. Parce que, on va le voir, il y a plein de boutons programmables dans tous les sens. C'est très très intéressant, très pratique. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout, il y en a devant, derrière. Ouais, ok, génial. N'empêche que avec cette demi-douzaine de boutons programmables, il faut quand même être capable de se rappeler exactement des bonnes fonctions. Je vais vous donner quelques raccourcis que j'utilise, comme par exemple un que j'aime beaucoup. J'ai assigné cette fonction MFN, vous voyez, là je change directement, alors j'espère que vous le voyez bien, là aussi tiens, petite remarque, l'écran d'épaule, eh ben, il n'est pas assez lumineux, pas assez contrasté. Là, on est à l'intérieur, en plein jour, c'est vraiment limite. Là, je lui ai mis effectivement donc, les modes préprogrammés, C1, C2, C3. On peut les programmer, ces modes, avec différentes fonctions et différents réglages, que ce soit en mode vidéo, en mode photo. Alors, toujours dans les choses qui m'agacent un petit peu, quand j'ai pris une photo, je vais pouvoir la visualiser, vous voyez, avec la touche lecture, parfait, pas de problème. La photo ne me plaît pas, je vais l'effacer. Et bien là, il faut que j'appuie sur poubelle et il faut que je revienne sur mon écran ou sur ma roue codeuse et ensuite effacer. Ah, c'est pénible. On aurait fait un double clic sur le poubelle, c'était génial. Bon, c'est un petit détail, mais au quotidien, c'est quand même quelque chose qu'on fait assez souvent. Bon, c'est pas très pratique quand même. Alors, pour les modes de réglage, classiquement, lorsqu'on est en prise de vue, on a, et là c'est vraiment très très bien, une première molette ici. Tout est assignable, hein, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, les réglages que vous voulez. Une première molette ici, une deuxième molette ici, et la roue codée à l'arrière. Donc là, on joue avec les trois
3 et on peut faire son fameux triangle de photos, ISO, vitesse et ouverture, dans l'ordre que l'on veut, bien évidemment. Bon, jusque-là, pas de souci. Pourquoi, par contre, sur cette molette, on n'a pas un pad? Le pad, il est là, ok, d'accord, très bien. Mais pourquoi il n'y a pas un pad également sur la molette? Ça serait quand même pratique, non? Une sorte de trèfle et avec la roue en même temps. Bon, voilà, une petite remarque en passant. J'aurais aimé qu'il y ait ça en plus. Alors, je ne vais pas vous faire le tour des menus, hein, ça serait vraiment fastidieux. Retenez simplement qu'ils sont plus clair que la moyenne. Ça, c'est évident. On a des couleurs, vous voyez, différentes couleurs qui correspondent à différents types de réglages. Et on retrouve bien dans chaque catégorie, sur les différentes pages, une fois qu'on a pris et sélectionné la couleur, là, vous voyez, c'est le boîtier photo, on retrouve bien les différentes pages et avec un écran tactile qui est toujours aussi agréable et des réglages dans lesquels on rentre. Bon, là, il n'y a pas de souci particulier. Attention quand même, vous voyez, moi, j'ai des doigts peut-être un peu plus gros que la moyenne, je ne sais pas, mais j'ai tendance, quand je veux sélectionner une fonction, ça dérape assez vite. Il faudrait des doigts un peu plus petits, ou alors, voilà, ça c'est quand même un truc génial que j'ai découvert sur le tard. On peut agrandir en faisant double tapotement avec 2 doigts. Voilà, et on agrandit le menu. Et croyez-moi, quand vous êtes dehors sans lunettes et que vous avez plus de 50 ans et que vous êtes presbyte, comme moi et comme beaucoup des propriétaires de ce type de boîtier, eh bien c'est quand même sacrément génial d'avoir cette fonction double tapotement 2 doigts et hop, les menus s'agrandissent. Bravo, c'est top Canon, sympa comme fonction. Alors, dans les choses intéressantes, on va aller tout de suite voir dans le menu orange les personnalisations de touches. Vous avez donc menu orange, page 3, et vous avez à la fois personnalisé les touches ou les molettes. Bon, les touches, c'est facile à comprendre, hein, c'est les petits boutons, et les molettes, c'est la roue, etc. C'est très pratique. Il faut juste, je le répète, se souvenir des choses et arriver à se rappeler que ce bouton-là correspond à telle touche et à telle fonction. Je préfère quand même, en tout cas pour certaines fonctions, le petit barillet classique, vous savez, hein, on tourne, on a la fonction priorité vitesse, priorité, enfin, etc. Les classiques des appareils photo. Fuji fait encore ça pas mal, je crois. Moi, j'utilise beaucoup, vous voyez, sur pratiquement tous les objectifs RF maintenant, on a une bague avec des croisillons comme ça, qui est la bague assignable, à laquelle on peut donner un certain nombre de fonctions. Alors moi, je donne systématiquement à cette bague la fonction correction d'exposition, partir de diaphragme, c'est vraiment très bien. Et vous avez ici une petite flèche supplémentaire. Il y a 2 menus, une sans la petite flèche et une avec la petite flèche. Alors je vous conseille très vivement la petite flèche, ça c'est vraiment un truc intéressant, parce que celui avec la petite flèche, en fait, cette bague assignable de l'objectif, elle ne fonctionne que quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Ce qui évite, lors de manipulation, surtout sur l'objectif, d'avoir cette variation de correction d'exposition qui est enclenchée par inadvertance. Alors pour le reste, eh bien, chacun ses réglages, là c'est très personnel une nouvelle fois. Moi par exemple ici sur le MFN, ici le petit bouton à côté de la molette du haut, j'ai mis les modes C1, C2, C3 qui sont 3 pré-réglages complets. Là aussi c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de passer très vite à chacun ses habitudes. Alors par exemple, moi en vidéo sur C1, C2, C3, j'aime bien avoir une 30 images secondes HQ haute qualité sur le C1, tout de suite sur le C2 à 120 images par seconde, le mode ralenti en 4K que j'utilise aussi très souvent en sport. Alors c'est très simple, hein, vous faites vos réglages hein, dans les modes menu classiques, hein, donc qualité d'image, réglage de l'AF, c'est tout par catégorie, ça c'est vraiment très pratique. Operating shot, hop, on va mettre cerveau par exemple, voilà, très bien. Et une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous allez de nouveau dans menu, et là ça va être le menu jaune, la clé. Sur la page 5, vous avez mode de prise de vue perso, vous allez dedans, et vous voyez là mes doigts un petit peu trop gros ont ripé. Voilà, enregistrer les réglages. Et là, vous choisissez le mode C1, C2, C3 et vous faites enregistrer. Voilà, c'est vraiment très facile, très simple et très intuitif. Une fois de plus, c'est pas mal fait, c'est bien pensé.
Autre fonction extrêmement pratique, c'est lorsque l'on vise avec l'œil dans le viseur, on peut quand même continuer de choisir le collimateur avec son pouce sur l'écran tactile sans décoller l'œil du viseur. Et il y a en plus une fonction de démultiplication, c'est-à-dire que lorsque vous déplacez votre pouce d'1 centimètre, vous allez pratiquement traverser complètement le viseur. Vous pouvez ainsi générer le point focus du départ de l'action là où vous le souhaitez, tout en ayant vraiment une visée dans le viseur non interrompue. Deux autres petits points, au niveau des batteries et de l'autonomie. Donc les batteries sont assez standards, hein. Vous trouvez ça chez Canon sous la dénomination LP-E6NH. Alors il y a des E6 tout court, des E6N et de E6NH. Les dernières, les NH, sont les plus endurantes. Enfin, endurante, il faut le dire vite, puisque moi, avec une batterie complète, hein, j'ai réussi à faire entre 300 et 350 photos seulement. C'est quand même pas énorme. Et là, le dernier exemple que j'ai en date sur mon dernier reportage, 307 photos, très exactement, 17 vidéos, entre 10 secondes et 1 minute chaque vidéo en 4K. Je trouve pas ça énorme. Bon, alors ça veut dire qu'il faut 2, 3, 4 batteries selon un petit peu ce que vous faites dans votre poche pour pouvoir tenir au moins une journée. Pour compléter ce que j'ai constaté lors d'un premier shooting, lorsqu'on utilise par exemple le mode rafale, ce que j'ai fait sur un deuxième reportage vraiment centré sur le sport, et donc là j'ai utilisé beaucoup de rafales sans visualisation, et là je suis arrivé à un résultat tout à fait différent, puisque j'ai fait 977 photos, pratiquement sans aucune visualisation, beaucoup en mode rafale, et j'avais encore 75% de la batterie. Donc vous voyez qu'il y a vraiment donner un nombre d'images, c'est extrêmement variable, entre 300 et quelques, et puis une batterie qui est à 0, et puis là 900, presque 1000 photos, et une batterie qui est encore à 75%, vous voyez que ça dépend beaucoup des conditions, et pourtant il faisait pas très chaud, on était aux alentours de -5. Alors je vous rappelle aussi, pour contrôler ça, menu jaune, page 5, et vous avez info batterie, donc là-dedans vous aurez à la fois le pourcentage restant de batterie, et le nombre de déclenchements que vous avez effectué lors de ce cycle de batterie. À noter qu'il y a deux modes d'affichage, un mode fluide et un mode économique. Le mode économique, bien sûr, permet d'avoir des batteries qui durent un petit peu plus longtemps. Moi, j'avais choisi le mode fluide de façon à avoir la qualité optimale. Je ferai le test prochainement pour voir en économique si c'est un petit peu plus endurant. Autre point absolument génial, là, il va falloir que je démonte mon petit objectif, c'est ça. Et ça, c'est le volet qui se ferme complètement et qui protège des poussières le capteur. C'est super, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ça sur chaque marque. La seule petite contrainte, c'est qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on change son objectif, d'éteindre l'appareil, parce que sans ça, vous voyez, bien évidemment, on a le capteur qui est exposé. Donc il faut bien éteindre son appareil, qui d'ailleurs nettoie à chaque fermeture, à chaque extinction, nettoie le capteur. Et une fois que l'appareil est éteint, on a bien ce volet de protection. Et ça, quand même, c'est vraiment un super plus. Alors un dernier petit point qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas tant, parce que moi je fais quand même beaucoup de vidéos. Vous avez bien sûr toutes les entrées possibles, imaginables, hein. Bon, on a le micro, on a le haut-parleur, l'HDMI, l'USB, la recharge, tout ça très bien. Les micros, eh bien, les préamplis sur les Canon sont vraiment de très bonne facture et ça permet d'avoir des enregistrements sonores excellents sans passer par un enregistreur externe. C'est tout à fait suffisant dans une grande majorité des cas. Alors pour conclure cette petite présentation prise en main ergonomie, je voulais simplement souligner le fait que le R5 est un appareil extrêmement complet. C'est un outil de production formidable. On va le voir dans la qualité des images. Il fait tout ce qu'on peut attendre d'un boîtier moderne à l'heure actuelle. En photo, il a tout. En vidéo, encore plus. Il faut simplement un petit peu s'accaparer les différents menus, les différents réglages. Ça, c'est clair qu'il faut un peu se plonger dedans. Toutes les touches programmables sont évidemment très intéressantes. Le petit reproche, moi j'aurais aimé un petit peu plus de boutons d'accès direct, des barilets, au moins un barillet et puis une ou deux touches d'accès direct, sans passer par les menus ou l'écran, et bien répertorié, bien référencé, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser sans avoir à réfléchir ni à se tromper. Après, c'est qu'une question d'habitude et d'automatisme, on va dire, sur son boîtier, comme avec chaque marque. La prise en main est bonne. Alors bon, comme d'habitude, hein, moi sur les hybrides, c'est 3 doigts. Bon, ça ne me gêne pas. D'ailleurs, je le fais souvent à 2
2 doigts, hein, je suis suffisamment fort pour tenir un boîtier de ce poids-là avec 2 ou 3 doigts. Il y en a que ça gêne, hein, qui ont besoin d'avoir les 4 doigts sur la poignée. Bon, bah, il suffit de rajouter une petite semelle et puis voilà. Moi, c'est très très bien comme ça. Je veux un appareil léger, je veux un appareil compact, et là c'est le cas. Donc ça correspond à ce que je recherche sur ce type d'appareil. Allez, on va passer à la qualité des images que l'on peut produire avec ce super boîtier. Allez, on attaque cette analyse par un des points qui m'a le plus marqué dans cet essai du Canon R5, c'est son autofocus. C'est rapide, c'est précis, c'est fiable, on peut le paramétrer vraiment comme on le souhaite. Ça marche pratiquement tout le temps, j'ai eu un taux de déchet très faible. Là, j'ai eu la chance d'aller faire un shooting en ski. On va dire que sur les 990 photos, là, il doit y en avoir 4 ou 5, il doit y en avoir 2 ou 3 ailleurs. Donc, il y a moins de 10 photos sur presque 1000 qui ne sont pas nettes. Et quand je dis pas nettes, les autres sont parfaitement nettes. J'ai donc choisi de rester avec le mode AF le premier, hein, le suivi, avec détection des personnes et de l'œil. Alors au niveau du choix de la case, j'aurais pu éventuellement choisir le 3, puisque là le 3 c'est des sujets de face très rapides. Mais comme mes sujets ne sont quand même pas des sujets extrêmement rapides, on n'est pas sur de la Formule 1, j'ai préféré rester avec la case automatique, et ce qui a très très bien fonctionné. Il y a une autre case qui pourrait être vraiment intéressante, c'est la case numéro 2, c'est le suivi latéral. Ça arrive assez souvent quand on fait des sessions comme ça de ski hors-piste un peu en forêt, et là la case numéro 2 est vraiment parfaite, c'est celle qui permet de suivre le sujet, y compris lorsqu'il y a un obstacle qui s'intercale entre le photographe et le sujet. Vous voyez, là, ça continue de parfaitement suivre le skieur et c'est impeccable. Donc, vous voyez, je suis vraiment satisfait si je réexamine un petit peu les photos que j'ai pu ramener. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de ramener les photos que je voulais dans de bonnes conditions, avec à chaque fois un AF qui a répondu présent, sans problème, dans des conditions de lumière, je le répète, difficiles, hein. Il y avait peu de contraste, on a à la fois beaucoup de neige, bien sûr, tout autour de nous, mais le ciel est également très gris-blanc, donc très très peu de contraste. C'est pas facile pour un autofocus d'être tout à fait discriminant, même si les skieurs sont relativement colorés. Non, là, je suis vraiment ravi de cet autofocus. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je vous dis, sur 900 et quelques, enfin sur presque 1000 photos, je dois en avoir moins de 10, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de flou. Donc là, on peut imaginer que c'est quand même un résultat très, très satisfaisant. Je n'ai vraiment rien à reprocher à cet autofocus. C'est juste ce que je voulais. Alors si on retrouve des conditions de lumière plus normales, on va dire, bien sûr c'est excellent. Là si je passe les photos, on peut aller vraiment jusqu'au bout de la rafale. Même chose pour un sujet qui arrive plus vite et qui vient vraiment très très près, c'est net jusqu'au bout, il n'y a absolument aucun souci. Et si les conditions de lumière deviennent plus difficiles, vraiment un fort contre-jour, comme par exemple ici, il n'y a pas de problème. L'AF est là, présent, nickel, sans problème. Vraiment, waouh! Le désormais classique, maintenant suivi d'oiseaux, là aussi j'ai été scotché. Moi pour l'instant avec mes autres boîtiers, j'ai jamais réussi à avoir cette qualité de suivi. Pas évident, l'oiseau était quand même pas si grand que ça dans le cadre. Waouh! C'est génial, ça fait des images spectaculaires, somptueuses, à 20 images par seconde, obturateur électronique, ou à 10 avec le mécanique, enfin bref, peu importe. Ça reste net, l'oiseau est complètement excentré, c'est pas évident à suivre un oiseau en plein vol. Et là, non, c'est top, nickel, vraiment aucun souci jusqu'au bout, c'est merveilleux, vraiment, vous voyez, là il est vraiment mais complètement excentré, il y a un gros contraste noir juste à côté, et ben non, ça reste bon, même si la vitesse est peut-être pas tout à fait suffisante, hein, en tout cas, parce que là, il y a un petit peu de flou de bouger, mais l'AF, en tout cas, a répondu présent parfaitement, c'est absolument exactement ce qu'il faut, c'est ce que l'on souhaite. Il faut pouvoir se décharger sur des algorithmes efficaces au niveau de la détection des sujets et du suivi d'AF, c'est vraiment le cas avec ce Canon R5. Alors je voudrais aborder avec vous maintenant le problème de la colorimétrie et de la justesse de l'exposition. On a dans les marques traditionnellement des tendances. On sait que par exemple Nikon a une petite tendance jaune, Canon a une petite tendance magenta. Alors c'est un peu ce que j'ai constaté bien sûr, comme tout le monde. On le voit un petit peu ici, alors c'est
Entendons-nous, c'est très nuancé, c'est une toute petite tendance et c'est pas non plus quelque chose qui est caricatural. Mais quand même, dans les nuages, j'ai remarqué qu'il y avait cette petite tendance à un petit rosé et cette petite dominante n'est pas si facile que ça à éliminer. On va déjà voir quelques exemples. Donc là, on est sur un ciel urbain, on est à Lyon. C'est vrai qu'en montagne, on a parfois des couleurs roses à certains moments de la journée, hein, le matin, le soir. Là, c'était pas le cas. Il était relativement tôt, mais il n'y avait pas de cette dominante rose qu'il peut y avoir de temps en temps dans le ciel. Et pourtant, vous voyez, dans les nuages, même un petit peu sur la neige, même si c'est un peu moins vrai dans les tons très clairs, très blancs, la neige qui est au soleil, elle reste bien blanche. Par contre, celle qui est à l'ombre, il y a toujours cette petite dominante magenta, là aussi, sur les nuages qui sont un petit peu au premier plan. Alors cette petite dominante magenta que l'on voit dans le fond, là dans le ciel et un petit peu sur la ville, elle est aussi très légère, bien évidemment. Elle est plutôt agréable d'ailleurs pour des portraits, c'est un petit peu flatteur, les carnations sont bien rendues, ça c'est plutôt chouette. Mais quand même, c'est pas tout à fait neutre. J'aurais pensé que le Canon R5 était capable d'un tout petit peu plus de neutralité. Alors, je le répète, ce sont des nuances, hein, je ne voudrais pas heurter des sensibilités. Ce sont vraiment des petites nuances et on va voir qu'on peut aussi les compenser, les corriger nativement dans le boîtier en modifiant légèrement la balance des blancs. Donc cet exemple, je l'ai sous les yeux tous les jours. Donc là, j'ai à ma gauche l'image de référence, hein, qui est donc avec une balance des blancs neutres, priorité ambiance, mais sans correction du tout. Et à droite, j'ai une correction vers le bleu d'un step, d'un pas. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu plus juste et je préfère cette relative neutralité. Encore une fois, c'est tout dans la nuance, je le répéterai jamais assez, mais on a, vous voyez, devant un petit peu là, une neige qui se teinte très 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 légèrement. Ce n'est plus le cas ici, ça correspond plus à ce que je souhaite et ce que j'ai envie de voir comme image. Alors justement, en parlant de post-traitement, un point qu'on n'aborde pas si souvent que ça, c'est l'importance de l'application du logiciel que vous avez utilisé pour développer et traiter vos photos. Là, j'ai 5 exemples. J'ai donc Luminar, DPP, qui est donc le logiciel natif Canon, Camera Raw, hein, qu'on utilise avec Photoshop. J'ai ensuite Nikon View et Lightroom. Et vous voyez que à chaque fois, on a des chromies, des dominantes colorimétriques qui sont assez différentes. C'est assez difficile à comprendre pourquoi il n'y a pas un standard quand on met tous les curseurs à zéro qui nous permettent d'avoir quelque chose qui soit relativement uniforme, quel que soit le logiciel. Et après, à chacun de faire un peu sa mixture, à sa sauce. Et là, ben non, c'est pas le cas. Vous voyez que c'est extrêmement différent à la fois au niveau des carnations, des tons de peau, mais aussi du blouson hein, que Daniel avait à ce moment-là, même du bruit ressenti dans les photos. Enfin bref, tout ça a vraiment beaucoup d'importance. Et ce logiciel utilisé a vraiment une caractéristique, une signature qui n'est pas neutre. Alors, autre point un petit peu surprenant, quand j'ai analysé aussi les images, qui sont de très bonne facture, hein, une nouvelle fois, c'est le bruit qui peut apparaître. Vous voyez, là, je suis donc avec le R5, avec le 35 mm, et en ISO, je suis à 640. Voilà. Et si j'agrandis, eh bien... on a quand même un petit peu de bruit. Alors on peut bien sûr régler ce bruit, le diminuer, etc. Mais quand on n'a pas fait de correction particulière, là j'ai ouvert dans Lightroom, eh bien je trouve quand même qu'il y a un peu de bruit. On va essayer de voir sur d'autres images avec d'autres ISO pour voir si ça se confirme ou non. Pour ce deuxième exemple, je suis à 100 ISO. Donc là je suis avec le 28-70. J'ai sous-exposé légèrement parce qu'il y avait vraiment un très fort contraste entre le blanc de la robe et puis le fond très sombre. Donc je suis à moins 2/3 de diaph et je suis à pleine ouverture à f2. Et si j'agrandis l'image, là aussi, même à 100 ISO, vous voyez, j'ai une toute petite trace de bruit. Alors c'est très léger, c'est plutôt joli, c'est plutôt harmonieux, ça ressemble un petit peu à ce que je pouvais avoir sur de l'argentique dans certains cas. On peut le faire disparaître, hein, il y a des traitements pour ça. Lightroom n'est d'ailleurs pas le meilleur, hein, je trouve que DxO est vraiment extraordinaire à ce niveau-là.
Personnellement, je laisse le bruit de cette façon, c'est assez joli et harmonieux, mais il faut le savoir, il y a quand même toujours une petite trace, en particulier dans les tons, pas les plus sombres, pas le noir complet, mais vous voyez, dans les tons intermédiaires, des gris, des marrons, des choses comme ça, des beiges, sur la peau aussi un petit peu, très légèrement, on a vraiment cette petite infime trace de bruit. Alors ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que là je suis à 1000 ISO, donc on peut imaginer que le bruit va monter de façon proportionnelle. Ben non, pas vraiment. Je le répète, hein, c'est pas du tout désagréable, bien au contraire, ça donne un petit peu de cachet à l'image. Mais il y a entre 100 et 1000 ISO pour l'instant, on a quelque chose d'assez constant au niveau du bruit. Il est présent, on peut l'enlever et ça donne une certaine signature à l'image. Là, je suis à 1600 ISO. Bon, l'image n'a aucun intérêt en tant que telle, hein, si ce n'est qu'il y a vraiment une partie très sombre. Bon, le bruit monte très légèrement. On le voit un petit peu plus d'ailleurs dans les parties plus claires, bizarrement. Vous voyez, là, on le voit un petit peu plus nettement. Mais bon, ça reste, je dirais, assez proportionnel à ce que j'ai vu entre 100 et 1000 ISO jusqu'à présent. Alors nous voilà à 2500 ISO, toujours avec le 2870, hein, à une ouverture un peu plus fermée, à 6.3. Et bon, bah là, on va pas dire qu'il n'y a pas de bruit, mais c'est très très raisonnable. C'est à peine plus en fait que les valeurs ISO inférieures. Ce qui est assez rigolo, c'est quand même qu'on a déjà du bruit à 100 ISO et pas beaucoup plus à 2005, enfin à peine. Et tout ça est quand même de très bonne facture une nouvelle fois. Hein. C'est vraiment, si on regarde dans l'image, hein, en grossissant pas mal, on a vraiment encore beaucoup de détails. C'est très agréable et puis quand j'agrandis quand même de façon très importante. Donc non, c'est bien, ça confirme la bonne tenue en ISO pour l'instant. Voilà, après ces quelques petits exemples de la vraie vie, on va dire, je passe à un exemple plus statique avec un défilé de la montée en ISO. Donc là, on est à 100 ISO. On s'aperçoit qu'il y a, comme je l'ai dit précédemment, bon, là c'est infime, mais une toute petite trace de bruit. Moi, quand j'agrandis vraiment beaucoup l'image, dans les zones intermédiaires en particulier, c'est très très léger, mais il y a un tout petit peu de bruit. Allons vite voir un peu plus haut en sensibilité ce qui se passe. Allez, on passe tout de suite à 1600 ISO. Bon, donc là, on s'aperçoit, en agrandissant fortement l'image, que le bruit monte très légèrement, hein, parce que là, on est fortement agrandi, hein, je vous le répète. Mais quand même, c'est assez présent. On peut, là aussi, avec les logiciels, en particulier, je le répète, DxO, qui est vraiment formidable, on peut vraiment complètement enlever ce bruit. Moi, je préfère le laisser, ça donne un petit cachet à l'image, je ne crains pas du tout. Allez, 3200 ISO. Là, on a déjà une montée un petit peu plus marquée que tout à l'heure. C'est un petit peu plus net, sans que ça soit gênant. On a quand même les détails qui sont bien préservés. Et si on laisse l'image dans une taille habituelle, même sur un tirage, je vais dire jusqu'à A2, ça passe vraiment très très bien. Alors 6400 ISO, on a une première bascule avec déjà du bruit qui apparaît un petit peu plus nettement. Comme d'habitude, hein, je n'ai fait aucun traitement, hein, on est en brut de pomme, donc là on est à, on n'a pas fait de correction d'exposition, 6400 ISO, 28-29 mm avec le 2870, à ouvert à 7.1. Et je trouve que c'est une première montée en ISO un petit peu plus marquée, même si, vous voyez, on a quand même vraiment beaucoup de détails, hein, il n'y a pas de problème. Une fois de plus, c'est dans les tons intermédiaires, gris, beige, où on a vraiment cette sensation de bruit un petit peu plus marqué. Vous voyez là, le gris, le blanc, c'est là où ça se voit là, un petit peu plus. Allez, on continue. 12800, je ne trouve pas énormément de différence avec 6004. Ça reste vraiment encore très bon. Bien sûr, le bruit apparaît. Bien sûr, quand on agrandit fortement l'image, c'est assez notable. Mais jusqu'à du A3, voire même du A2, ça reste encore parfaitement exploitable. Allez, 25600 ISO. Là, on a à la fois du bruit qui est quand même vraiment beaucoup plus marqué et une diminution, ce qui n'était pas encore vraiment arrivé jusqu'à présent, une diminution des détails. Là, l'image, pour être exploitable, elle nécessite un post-traitement un petit peu plus musclé. Alors bien sûr, en format comme ça, là, en A4 sur l'écran, c'est nickel, mais quand on agrandit un petit peu plus, vous voyez, on perd du détail, on a vraiment du bruit. Bon, c'est quand même assez notablement moins bon. La 51200 ISO, c'est du sauvetage. Même en essayant de traiter cette image, je ne pense pas pouvoir la retenir. Non seulement il y a du bruit, mais il y a aussi vraiment une perte importante de détails. Là, on est dans ce que ne sait pas faire le Canon R5. Il faut rester sur, je dirais, 25600. C'est quelque chose qui est exploitable en traitant quand même pas mal l'image.
Et alors que 12800, vous voyez, on reprend l'agrandissement à 12800, non, là, il y a vraiment de quoi faire. Si j'essaye de la développer très très rapidement, je reste fortement agrandi. On va aller voir un petit peu ce que Lightroom me propose en réduction de bruit, luminance, couleur. On va laisser un petit peu de détails. Écoutez, c'est encore vraiment tout à fait convenable. Voilà, un très très rapide, 2-3 coups de manette pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On s'aperçoit quand même que, bon, je vais l'enlever pour voir la comparaison. Voilà, avant, une fois traité. C'est tout à fait correct, hein. Il y a vraiment la possibilité de traiter son image. Bon, elle est un petit peu lissée, bien sûr, mais bon, là aussi, DxO ferait beaucoup, beaucoup mieux. Là, ce sont les rois en ce moment pour éliminer le bruit. Mais on va dire que, pour ce résumé, jusqu'à 12008, il n'y a pas de problème particulier. On peut retraiter un petit peu son image et ça reste vraiment tout à fait exploitable. Et jusqu'à 6004, pour moi, 6004, c'est exploitable en direct. Il n'y a pas de problème. Voilà les deux seuils de bascule de la sensibilité du R5. Sachant, je reviens sur ce que j'ai dit au début, sachant qu'on a un tout petit peu de bruit infime, mais qui donne un certain cachet à l'image, dès 100 ISO. Alors un des points sur lesquels je voulais revenir aussi, c'est la définition. 45 millions de pixels, c'est pas innocent. Avoir cette capacité de traiter toutes ces images, faire autant d'images par seconde, de faire de la vidéo, de la photo, tout ça, avec ce format-là, 45 millions de pixels, regardez un petit peu si j'agrandis, le détail que l'on a, c'est vraiment somptueux, c'est impressionnant. Alors là, je suis avec le 70-200 de 8 à de 8, hein. On reviendra d'ailleurs sur les analyses d'objectifs dans un autre film, mais là, waouh, là, il y a vraiment de quoi faire. On va voir maintenant en recadrage jusqu'où on peut aller. Alors vous savez, en sport, on essaie de se placer exactement au bon endroit, mais dans des sports comme le freeride, le ski hors piste, c'est parfois compliqué d'anticiper complètement la trajectoire. Et là, par exemple, j'ai développé une photo là, c'est le cadrage que je voulais, mais j'étais un petit peu court, même à 200 mm. Juste pour vous redonner un petit peu la proportion de recadrage, voilà le format original, et voilà ce que j'ai retenu de l'image. Donc on est, je dirais, un tiers à peu près de l'image, et ça passe nickel, mais vraiment sans aucun problème. Je pourrais même encore agrandir vraiment beaucoup, alors même si j'ai un tout petit peu de bruit qui apparaît, waouh, il y a de la marge. C'est ça, 45 millions de pixels. Et la force de ce R5, c'est ce côté versatile, c'est vraiment qu'il soit capable à la fois d'avoir une cadence infernale, d'avoir cette vidéo de qualité, ces photos qui s'empilent les unes après les autres, et cette capacité à cropper, à choisir, recadrer. Alors bien sûr, en paysage, je ne le fais que très rarement, mais en sport et en animalier, c'est hyper confortable de pouvoir le faire. Alors puisqu'on en est dans la taille des fichiers, le poids des images, je voulais aussi revenir sur un avantage assez intéressant que Canon met à votre disposition, c'est le CERO. Le CERO, c'est un RAW compressé, donc à gauche on a le CERO, une image qui pèse 26 mégas, et à droite on a la même image strictement identique, fait avec le même objectif, la même vitesse, etc., et qui pèse 50 mégas. Donc on est pratiquement du simple au double. Dans cette taille-là, impossible de faire la différence, bien évidemment. Il faut agrandir très fortement les images. On va commencer par du 50% sur mon cactus préféré. Même chose de l'autre côté. Tac, voilà. Et écoutez, à 50%, il y a vraiment très peu de différence, c'est vraiment ténu, un tout petit peu ici, là, sur cette partie de l'image, le cactus un peu à l'arrière dans le bocal, là c'est un petit peu meilleur sur le RAW par rapport au CERO, mais on est vraiment à la limite, je ne suis pas sûr du tout qu'avec la compression YouTube, vous puissiez véritablement vous rendre compte d'une différence. Voilà, il faut vraiment passer sur du 100% pour voir une différence plus notable sur mon écran 27 pouces 4K. Là, je vois effectivement qu'ici, c'est un petit peu plus défini par rapport à là. Que de la même façon, cette partie du cactus, on le voit bien, là, c'est un petit peu plus défini. On distingue vraiment précisément toutes les épines, alors que là, ça fait un petit peu plus une bouillie. Mais on est à 100% sur un fichier qui, à la base, fait 45 millions de pixels. Même si en CERO il est allégé, c'est quand même impressionnant d'avoir une différence seulement à 100%. Ce sont des agrandissements qui sont vraiment très grands. Jusqu'à 50%, on voit rien. Ça veut dire que même sur un agrandissement
À 2, sans problème. À 1, je pense que ça sera déjà même limite pour voir une différence. Il faut monter sur du A0 pour voir vraiment une différence notable entre le C0 et le RAW. Donc, sauf à avoir un très gros post-traitement prévu ou un agrandissement vraiment géant, je pense que le C0 peut vraiment s'utiliser sans arrière-pensée avec des poids de fichiers qui soulagent à la fois le processeur du boîtier, les cartes mémoire et les disques durs à la maison. Allez, je ne voudrais pas terminer ce film sans quand même évoquer pas un problème, juste une précaution à prendre avec le R5. Il ne faut pas hésiter à sous-exposer un petit peu. Je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, là, par exemple, je suis à moins un tiers de diaph en correction d'exposition. Et ça me paraît vraiment nécessaire. Là, on va pouvoir corriger. Là, si j'agrandis, vous voyez, je manque un petit peu de matière quand même dans le blanc. Alors bien sûr, il y a un fort contraste, hein, tout le reste de la scène est parfaitement sombre. Donc si on essaie de développer, on va se rendre compte quand même qu'on peut parfaitement récupérer avec Lightroom en l'occurrence là. Voilà, vous voyez là, c'est parfait. Mais attention, on a un tout petit peu moins de latitude. On verra ça, j'ai fait des exemples comparatifs avec Nikon, entre autres. Ce sera l'objet peut-être d'un autre film, mais on a un tout petit peu moins de latitude que sur d'autres boîtiers. Donc, il vaut mieux sous-exposer légèrement. C'est une précaution que j'estime vraiment nécessaire dans pratiquement tous les cas. Ça va de moins un tiers de diaph jusqu'à moins un diaph. Et il faut vraiment avoir l'histogramme dans le viseur et la correction d'expo immédiatement disponible sur une molette. Et de cette façon-là, on peut vraiment réussir ces images. Deuxième exemple pour bien vous montrer un petit peu ce que j'ai constaté au cours de mes prises de vue. Vous voyez, là, je suis à moins un diaph complet. Et si j'agrandis l'image, on s'aperçoit que c'est juste limite, quoi. C'est récupérable en post-traitement, mais pour moi, les parties blanches sont un petit peu cramées. Il faut bien appeler un chat un chat. Donc, bon, bien sûr, on est sur un fort contraste. Bien sûr, je vais prendre un maximum de précautions. Je sais qu'il y en a qui vont bondir. Alors, je ne voudrais pas non plus faire croire que le R5 crame les blancs sur X ou sous X, etc. Non, c'est simplement qu'il y a un tout petit peu moins de latitude que sur la marque avec laquelle je travaille habituellement, Nikon, sur les hautes lumières. La récupération des hautes lumières est un petit peu moins facile et il faut vraiment pas hésiter à sous-exposer lorsqu'on a un fort contraste. Voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire. Deuxième chose, j'ai été aussi un petit peu surpris par la mesure matricielle que j'utilise très très souvent sur Nikon. Là, on a le même réglage possible sur Canon. Et j'ai eu des variations un petit peu plus importantes, des moments où, sans trop m'expliquer pourquoi, il fallait que je corrige moi-même l'exposition, donc avec la correction d'exposition par tiers de diaph, pour arriver, grâce au viseur, parce que le viseur est formidable et avec l'histogramme en plus, on visualise totalement exactement ce que l'on veut faire, mais j'avais quand même des variations. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, là j'ai fait deux séries de flamants roses. La première, donc toujours à moins un tiers de diaph, hein, avec à peu près les mêmes caractéristiques. Vous allez pouvoir voir les exifs qui s'affichent ici. Et là, si j'agrandis, bon, on a effectivement, avec ce contraste-là, forcément le plumage du flamant rose qui est un petit peu surexposé, mais rien de catastrophique. On peut vraiment, si on veut le récupérer au développement, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire et on va pouvoir, en récupérant avec les hautes lumières, voilà. Et là, c'est absolument parfait. Et dans la foulée, hein, immédiatement après, vous voyez, j'ai une deuxième série au même endroit, avec le même flamant rose. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi. Voilà, je suis à la même ouverture, la vitesse a très légèrement changé, avec la même correction, moins un tiers de diaph. Je suis toujours à 500 ISO. Et là, par contre, mon flamand, il est carrément cramé, quoi. Donc là, ça devient quand même plus compliqué à récupérer. Je peux le faire, mais il faut être quand même sur quelque chose de vraiment plus musclé. Vous voyez, là c'est cramé, ça ne reviendra pas. Autour du bec aussi. Alors j'ai constaté des variations comme ça, un petit peu, dans des séries qui sont très rapprochées, sans que je ne me les explique trop. Pour l'instant, bon, après c'est un test sur une quinzaine de jours, donc je n'ai pas suffisamment de recul pour vraiment avoir des informations sur une durée plus longue. Peut-être qu'il y a encore un réglage que je n'ai pas trouvé, peut-être qu'il y a des petites variations comme ça qui m'échappent. En tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai constaté et
il faut quand même faire un petit peu attention. Là aussi, une fois de plus, le viseur qui est magnifique permet vraiment d'avoir des informations très complètes, parfaitement utiles, et on peut corriger. Il faut juste y faire un petit peu attention. Alors pour terminer, je voudrais quand même revenir sur le plaisir que j'ai eu à prendre des photos avec ce R5. C'est un boîtier extraordinaire, vraiment, et là je mâche mes mots. Il est d'une versatilité incroyable, on passe de la photo à la vidéo, avec une définition fantastique, avec un autofocus qui suit pratiquement tout le temps. L'exposition, on l'a vu, moyennant quelques petites précautions, est quand même très juste, très bonne. La colorimétrie, là aussi, il y a des petites nuances, mais dans la grande majorité des cas, c'est très agréable. Bref, super boîtier, je ne renie pas les petites précautions qu'il faut prendre et que j'ai évoquées et que surtout, et ça j'y tiens, j'ai illustré dans tous mes tests, vous l'avez remarqué, j'illustre à chaque fois mes propos par des exemples réels que j'ai pu prendre sur le terrain. Et là encore une fois, le R5 a répondu présent avec cette capacité à délivrer des images incroyablement détaillées, justes et intéressantes. Allez, il est l'heure de tirer un premier bilan de ce test du Canon R5, en tout cas sur le mode photo. Alors, c'est un boîtier formidable, vraiment, c'est un outil de travail incroyable, avec des possibilités très étendues, avec des réglages vraiment très diversifiés, très précis. Alors la contrepartie, bien évidemment, vous l'avez déjà compris, c'est qu'il faut pouvoir s'accaparer ce type de boîtier, passer du temps sur la notice, du temps dans les menus, pas hésiter non plus à faire quelques exemples, regarder un petit peu sur son ordinateur à quoi correspondent les différents réglages pour obtenir vraiment la quintessence du boîtier et surtout avoir exactement l'image que l'on souhaite. Parce que le Canon R5 est capable de vous donner vraiment absolument tout ce que vous pouvez imaginer en photo. Faut-il encore pouvoir le paramétrer correctement? C'est peut-être un des inconvénients que j'ai trouvé le plus notable sur ce boîtier, à savoir qu'il faut paramétrer un certain nombre de touches pour accéder rapidement à des fonctions pourtant indispensables. J'aurais aimé, comme sur d'autres boîtiers plus professionnels, avoir des touches dédiées qui me permettent de passer d'un mode à un autre ou d'une fonction à une autre plus facilement et bien sûr pouvoir les repérer visuellement dès qu'on a le boîtier en main. Vous le savez, les professionnels n'aiment pas trop changer d'ergonomie, ils sont habitués à une gamme, à un type de boîtier, à des boutons, à les retrouver aux mêmes places pendant de très nombreuses années. Et ça, sur le R5, c'est un petit peu compliqué parce que ça change. On est sur une ergonomie de boutons programmables et de menus à aller chercher pour arriver vraiment à la quintessence du boîtier. Le R5 permet absolument toutes les programmations et absolument tous les types de photos. J'ai été bluffé par l'autofocus. Je crois que là, il n'y a plus grand chose à apporter en plus. C'est vraiment pour moi une révolution qui vient d'autres marques et qui galère un petit peu. Vous l'avez vu dans les films précédents. Là, non, ça marche et ça marche très bien. Alors après, il y a quelques petites nuances à apporter, plutôt quelques petites précautions. Je ne vais pas revenir sur cette histoire de colorimétrie parce que la colorimétrie, c'est d'abord une question de goût, c'est aussi une question de développement, et là aussi, avec les différents logiciels que l'on a sur le marché, on peut vraiment choisir exactement ce qui correspond à ce que l'on veut. La dynamique de lumière, par contre, je suis un petit peu plus hésitant. Elle est un peu plus réduite, il y a un petit peu moins de latitude de correction, en particulier sur les hautes lumières. Il faut faire attention à ne pas dépasser un certain seuil. Il vaut mieux sous-exposer un petit peu la photo plutôt que laisser passer un petit peu les blancs de l'autre côté et se retrouver avec une surexposition qui sera plus difficile à corriger en post-traitement. Voilà, après, une fois que cette précaution est prise, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. C'est un boîtier extraordinaire, formidable. Et puis, après, il ne reste plus qu'à se l'accaparer complètement. Alors je vous dis à très vite, enfin très vite, vous savez que ce sont des tests qui demandent énormément de temps, donc je vais aussi là prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir me pencher sur la partie vidéo. Je sais que ça aussi ça vous intéresse, ça fera l'objet d'un autre film, et puis j'essaierai aussi de vous parler un petit peu des différents objectifs que j'ai pu essayer au cours de ces quelques jours. Je crois qu'on est parti pour de nombreuses vidéos ensemble à détailler un petit peu ce matériel Canon, et puis au fin du fin, je vous dirai ce qu'il en est de ce que je fais ou non dans la suite de mon choix de matériel. Allez, à très bientôt, ciao!